Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, YouTube et Instagram se regarder pas mal de séquences. Et je m'excuse d'avance parce que je suis encore malade, j'ai vraiment le nez pris, ça me brûle, ça me flingue les yeux et je prononce très mal certains mots. Donc je m'excuse d'avance. Bref, on ne perd pas de temps, petit like, la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec un short YouTube. C'est marqué le fils de Bernard Arnault en STO. Premièrement les mecs, je sais pas si c'est réellement son fils. Deuxièmement, je vous montre cette séquence pour une seule et bonne raison. Je vous raconte ensuite une story time. Vous allez voir. Alors, on voit pas si c'est réellement le fils de Bernard Arnault. Bref, je m'en fous. Je vous montre cette séquence parce qu'en fait, il m'est arrivé une dinguerie. J'étais avec ma femme sur l'autoroute et à un moment donné, à droite, à ma droite, il y a une Lamborghini STO qui passe. Et ma femme la voit, et la Lamborghini, elle était verte, orange, vraiment des couleurs assez criardes, tu vois. Pas très jolies, faut dire la vérité, les couleurs, elles étaient flinguées. Elle regarde la voiture, et elle me regarde, elle fait « Ils sont sérieux, Donner ?» Mais genre, premier degré, hein. Elle me fait « Ils sont sérieux, Donner ?» Je dis « Pourquoi ?»« Ouais, regarde la voiture, ils l'ont mis aux couleurs du Donner. » Comment ça? Et elle me regarde, genre avec un air hautain en plus de ça, tu vois. Elle dit « Ouais, salade tomate oignon. » Parce qu'il y a un Donner dans notre ville qui s'appelle salade tomate oignon. Et elle a cru que c'était ça, à cause de STO. C'est une Lamborghini qui vaut pratiquement 400 000 €, les mecs. J'étais mort de rire. J'aurais tellement voulu la filmer. J'aurais tellement voulu la filmer à ce moment-là. Parce qu'elle était tellement sûre d'elle, en fait. J'aurais fait le buzz avec cette séquence. Bref, voilà, c'était juste pour vous raconter ma live. On enchaîne avec le prochain tweet ou post qui nous vient de Alerte Info. C'est marqué Flash. Des policiers ont tenté de déséquilibrer un motard avec leur véhicule sur l'autoroute A4 en région parisienne. Regardez-moi ça, les mecs, c'est une folie. Regardez-moi la dinguerie. Et les flics, ils partent. Regardez, ils partent. C'est une singerie. Et j'ai retrouvé le mec de la moto, hein, regardez. Donc c'est Hugo Roméo, si je me trompe pas, parce qu'il a marqué « J'ai failli perdre la vie à cause de l'ego d'un policier qui se prend pour un cow-boy et qui n'a pas supporté que je le dépasse. Du coup, il me rentre dedans à plus de 100 km/h. Je ne tombe pas parce qu'en vrillant, l'arrière de la moto tape la voiture. Ça la remet dans l'axe, les mecs. » Et quand j'ai cliqué sur son profil, là, il a épinglé le post d'une personne, attendez, qui s'appelle Dan et qui a mis la tête d'un policier émerge partiellement par la fenêtre du véhicule de police et dans le même mouvement, son bras sort pour frapper le motard. Regardez les mecs. Là, il y a un bras. Juste là, on le voit le bras. C'est une dinguerie les mecs. Et après, ils sont partis. Ça, c'est une tentative de meurtre. C'est une dinguerie, les mecs. Du coup, on enchaîne avec ce post de Camille Moscous avec l'influenceur La Menace qui dit « Ici, quand c'est rouge, on attend. Pas de wesh frère, pas de cris, pas de SDF, pas de crackhead. C'est calme. » Regardez, là, il y a un passage piéton. C'est rouge. Il n'y a pas de voiture qui passe. Il n'y a pas de caisse, vous voyez. Mais les gens, ils attendent. Personne traverse. Voilà, et c'est comme ça ici. En fait, c'est tellement cocasse que ce soit lui qui dit ça. Bien sûr, c'est génial, une ville comme ça. Je sais pas, c'est génial. Il y a tout le monde qui respecte tout, etc. Il n'y a pas de crackhead, il n'y a pas SDF, tout ça. C'est génial. Voilà, c'est propre, c'est super. Mais que ce soit lui qui fait la promotion de ça, alors que lui, il a été connu, mais littéralement en cassant les burnes à tout le monde, hein, les mecs. Lui, c'est La Menace. Il a fait que des pranks en cassant les couilles à tout le monde dans la rue. Et lui te montre, du coup, la Russie, où personne ne fait chier personne, et te dit, voilà comment c'est génial, etc. C'est pas la France. C'est quand même cocasse que ce soit lui qui fait ça. Si c'est rouge, on attend. Voilà. Et c'est marrant parce que quand on tend l'oreille comme ça, eh bien, on n'entend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit. Les gens sont calmes, les gens ils parlent pas fort, personne crie. On n'entend pas un wesh, frère, ouais. On n'entend pas ça. Et globalement, voilà, les gens sont tranquilles, calmes, posés. Il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de crackhead qui sont... Monsieur, attention parce que j'ai chié plus loin là-bas là. Pardon? Parce que j'ai chié là. Attention parce que ça glisse. Vous avez chié vous? Oui. Là. Vous avez envie de chier à ce point-là? Regardez, il y a quoi d'autre? Là, regardez. Il y a quoi d'autre? Attendez. Là, regardez. Eh mec, tu peux m'amener au centre s'il te plaît? Je te paye 5 €. Je te paye 5 €, amène-moi au centre. De quoi? Allez, amène-moi là-bas, dans le centre. 5 €. Donc lui qui fait partie des casse-couilles, en tout cas il faisait partie des casse-couilles qu'il y avait en France, va en Russie, te montre comment c'est clean, il te dit voilà comment ça devrait être en France, alors que lui c'était un casse-couille avant.
Et on enchaîne avec ce post de TV Magazine qui a marqué « Il est devenu un monsieur loyal d'un cirque poussiéreux, Fabrice Divisio tacle Cyril Hanouna et TBT9. » Maintenant que Hanouna est dans la pente descendante, ils sont en train de tacler. La dernière fois, c'était Cardoz, maintenant c'est Divisio. Comme quoi. On enchaîne avec le post de Ilyes Djaouti qui a dit « Des étudiants sont contraints de se prostituer pour survivre. Certains n'y croyaient pas, mais ces journalistes l'ont démontré. » Il y a marqué « Propose colocation avec moi pour une femme sérieuse et propre ». C'est du soft, hein, missionnaire, basta, quoi. Et vous dormez sur place, c'est ça? Ah oui, oui. D'accord. Donc en fait, on partage une chambre? Oui, oui. Non, pas de loyer, non. Rien à payer, pas de gaz, pas d'électricité, absolument rien à payer. D'accord, donc que du sexe. C'est ça. Quand on cherche un appart, on trouve beaucoup d'annonces de ce genre. Des offres de colocation proposées par des hommes et visant exclusivement des femmes en situation de précarité. Ces annonces proposent une chambre à partager contre un faible loyer ou parfois même un service. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière et j'ai répondu à des dizaines d'annonces. Je me suis rendu compte que les services demandés étaient plus souvent sexuels. Et ça, c'est illégal. On peut parler même d'infraction pénale, ça pourrait être considéré comme de l'utilisation de la prostitution, du proxénétisme, voire de l'abus de faiblesse également. Bonjour, la colocation est gratuite contre service en nature. C'est du soft, hein. Il n'y aura pas de pratique sexuelle bizarre ou je sais pas quoi. Voilà. Missionnaire, basta, quoi. Je suis en mesure de pouvoir, moi, te demander des choses parce que je suis en possession et en position de le faire. Donc après, ce que j'attends derrière toi, c'est une confiance transparente et pas, on va dire, des mauvaises intentions derrière. Quand on lit ce type d'annonce, c'est assez éloquent. Pas d'homme SVP pour une ou deux femmes ou jeunes femmes. Évidemment, c'est tout à fait discriminant et c'est choquant. Et souvent, quand on contacte l'annonceur, on se rend compte que l'annonceur est un petit peu plus loquace et va proposer des services à connotation sexuelle. Pour effacer une dernière fois toute ambiguïté, service en nature, il s'agit de sexe. Si vous aimez pas ça ou si vous êtes bloqué, ça va pas le faire. Je vous rassure, je suis ni frustrée ni pervers. J'ai horreur de courir après les femmes et aussi je n'ai pas fait vœu d'abstinence. Je fais comme des amis et ça me va. Est-ce que c'est légal de proposer une chambre à partager avec 2 lits séparés? Alors, c'est assez flou et la loi ne se prononce pas clairement là-dessus. On peut considérer que ça ne correspond pas à l'exigence légale de décence qui impose une surface minimale de location ou de colocation de 9 mètres carrés. Donc on peut considérer que le colocataire ou le locataire doit avoir son propre espace avec son propre lit, avec un système éventuellement de fermeture. Je crois une chambre, une salon. Et le salon, c'est pas pour dormir. Et le loyer, c'est combien? Non, c'est gratuit, hein, juste pour faire gratuit, hein. C'est juste pour dépanner. Hein. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 25 ans. C'est juste pour dépanner, putain. Bref, je vous laisse le lien si vous voulez regarder la suite de la vidéo parce qu'elle est un peu longue. On enchaîne avec le post de Padu, c'est marqué « Il s'est fait tout seul ». Mes parents sont des grands personnages des médias. Ta mère, Nathalie de Saint-Cricq, est une grande journaliste qui a animé des débats présidentiels. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir Christophe. Je savais pas que elle, c'était sa daronne. C'est la meuf qui avait sorti le papier où elle avait écrit Mélenchon. Un peu de mémoire, avec toute mon amitié. Mais quand même, la dernière présidentielle en 2019, il y avait donc à peu près des listes à 6% pour Monsieur Glucksmann et Madame Aubry. On était à peu près à ça. Mon père a été président de France Télévisions, donc c'est vraiment un environnement de médias. Que les gens qui peuvent avoir des difficultés dans leur vie, qui peut-être pour certains voulaient faire du journalisme et ont vu à quel point le métier était difficile, était bouché, que ces gens-là se disent mais putain, le père, la mère, l'oncle, c'est insupportable, c'est trop facile pour eux. Mais moi je l'entends. Et dans ce cas-là, j'ai presque une démarche de vouloir, si je pouvais prendre un par un ces gens-là et leur expliquer que non, c'est pas que franchement à un moment donné, si on vient me recruter sur France Inter, c'est pas parce que je m'appelle machin, mais parce qu'on a dû se dire que je faisais bien le taf ou voilà. Mais ça, je comprends la frustration et les réactions que ça peut susciter dans un pays où la reproduction sociale est forte, où l'ascenseur social est en panne. Enfin, je comprends ça. Là où je comprends moins, c'est quand c'est des gens notamment dans la profession qui eux savent parfaitement comment tout ça marche et qui pour autant la jouent sur ce truc-là. Ça, je considère que c'est de la mauvaise foi et de la malhonnêteté. On a beau être issu de telle ou telle famille, on est mis à l'antenne, ça marche pas. C'est vrai. Ça marche pas, on est sorti. Retrouvez Conversation avant la fin du monde sur toutes les plateformes de podcast. Les mecs, on est dans un pays de pistons. C'est-à-dire que moi, j'étais avant vendeur dans le prêt-à-porter. Ensuite, j'étais visual merchandiser pendant des années. Et ensuite, quand j'ai arrêté ça, dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé chez Auchan. C'est quand je faisais des vidéos sur Internet en même temps, tu vois. Donc, j'ai travaillé chez Auchan. J'ai travaillé un moment dans une usine. Ça, c'était le pire taf que j'ai fait. Et j'ai retravaillé ensuite dans un autre Auchan. Et dans ces 3 tafs, bon, tu vas me dire c'est la même société, mais c'était pas le même Auchan. Donc, j'ai dû repostuler, tu vois. Et dans les 3 tafs, c'est parce qu'on m'a pistonné. Et c'est des tafs de merde, mais on m'a pistonné. C'est-à-dire que le premier taf, c'est un pote à moi qui m'a fait rentrer. Le deuxième, c'était l'ex d'une copine à ma meuf. Le troisième taf, c'était un pote. Même pour des tafs aussi pétés, je le dis, j'ai été pistonné, tu vois. Bref, on passe sur Instagram et... Attendez, je sais même plus c'est quoi. Bref, on va écouter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jamel Debbouze et Mouloud Achour n'avaient jamais dit de mal de Vincent Bolloré? Je vous explique. En reprenant Vivendi, Bolloré a multiplié les acquisitions.
Et pour ses petits préférés, il n'a pas hésité à mettre le prix, quitte à perdre beaucoup d'argent. D'abord, Jamel. À partir de 2016, Vivendi a racheté 50% de sa boîte de prod pour 11 millions d'euros. C'est elle qui produit notamment le Jamel Comedy Club et la série Terminal qui sont tous les deux diffusés sur Canal+. Mais apparemment, c'était pas une si bonne affaire que ça. En 2021, Vivendi a déprécié sa participation et l'a fait passer à 3,5 millions d'euros avant de revendre ses parts 2 ans plus tard à Studio Canal. Autre plantage avec Mouloud Achour. Pour rappel, c'est l'un des seuls qui est resté sur Canal+ après la reprise par Bolloré. Pour le récompenser de sa fidélité, il l'a aidé à lancer le site internet Click TV, puis une chaîne de télé. Il lui a aussi confié une quotidienne sur Europe 1 et l'a aidé à lancer sa maison d'édition. Mais rien de tout. Est-ce que vous êtes... Ok. Du coup, on enchaîne sur le poste de Sir Afouera qui a marqué alerte. Patrick Sébastien dénonce Macron et se fait couper par BFM en direct. Regardez, c'est incroyable. Moi, j'ai pas voté pour eux. Et je n'ai pas l'intention de voter pour eux. Mais le peuple a décidé ça. Ou alors vous dites au peuple, taisez-vous, fermez-vous. Surtout, ne votez pas pour ça. Pourquoi j'aurais plus peur d'eux que des extrêmes et que même du centre? Parce qu'aujourd'hui, qui gouverne? La Macronie. Qu'est-ce qui embête la vie des gens aujourd'hui? Alors on va continuer à en parler puisqu'il est 19h sur BFM TV avec un grand expert observateur de la vie politique. Alain Duhamel, venez nous rejoindre puisque c'est l'heure de votre semaine à 19h sur BFM. Là, la meuf, dans l'oreillette, on lui a dit direct. Oh putain! On enchaîne avec ce poste de Eumen qui répond à Frontières en disant « J'imagine le malaise s'intensifier dans la salle à mesure que le public de Frontières se reconnaît dans chacun des points. » Donc Frontières qui a dit « J'ai cherché la description du fascisme, il y a 7 points et LFI en coche 6. » Jordan Florentin commence sa conférence pour Frontières sur le thème « Média, l'idéologie face au réel ». Juste pour introduire, parce que je me suis amusé en voyant ces antifascistes devant la salle, parce qu'à chaque fois je leur pose la question, vous savez, je leur demande c'est quoi le fascisme, c'est quoi l'extrême droite. À chaque fois, ils sont incapables de répondre. On a un super outil maintenant, ça s'appelle ChatGPT, et je me suis amusé à juste poser la question de définition du fascisme à ChatGPT. Et alors c'est drôle, parce qu'il y a 7 points, et il y en a au moins 6 qui correspondent à la France insoumise. Le premier, c'est l'autoritarisme, concentration du pouvoir entre les mains d'un chef tout-puissant, refus du pluralisme politique. Est-ce que vous avez lu le livre La Meute qui décrit le fonctionnement interne de la France insoumise? Déjà, ce premier point, il correspond. Le deuxième, c'est le seul qui ne correspond peut-être pas, nationalisme extrême, glorification de la nation et volonté d'unité nationale par l'exclusion ou la répression des minorités. Bon, la nation, il n'aime pas beaucoup et les seules minorités qui s'excluent, c'est les blancs. Donc là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Le troisième, c'est intéressant, Là, il se rit beaucoup moins. Il a capté, en fait. Lui-même, il a capté. Libéralisme et antidémocratie. Vous avez vu la façon dont la France insoumise cherche à faire des liens entre mouvements libéraux, capitalistes et fascisme. Alors, en réalité, c'est eux qui sont des antilibéraux. Anticommunisme, alors ça, c'est plus compliqué, effectivement. Mais bon, comme ils sont liés à l'islamisme, on imagine que les mouvements islamistes ne sont pas très communistes. Propagande et contrôle. Vous avez vu comment la France insoumise s'accapare certains médias. Moi, je m'étonne quand même récemment, vous l'avez peut-être vu, des députés de la France insoumise ont adressé des tweets à Delphine Ernotte. Il est sérieux, lui? Quand on regarde ces news BFM, LCI, Europe 1, même TPMP à l'époque, ou bien... Non mais il est sérieux? Donc c'est LFI qui accapare les médias? De France Télévisions, qui, vous le savez, possède un château en Dordogne. On est allé voir ça avec Frontières, avec vos impôts. Et donc, des députés de la France Insoumise se sont insurgés auprès de France Télévisions, parce que France Télévisions a accueilli sur ses chaînes des chroniqueurs qui étaient anciennement sur CNews. Et donc, ils adressent des tweets furieux à la patronne en disant « Vous devriez avoir honte de les accueillir sur votre plateau. » C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils voudraient avoir la main sur la ligne éditoriale de France Télévisions. Donc, on y est. Propagande, contrôle des médias, on le sait depuis 40 ans, ils contrôlent tout. Et puis enfin, militarisme. Ils voudraient avoir la main ou ils ont la main? Vous voyez, devant, des milices cagoulées, armées jusqu'aux dents, qui, si vous n'étiez pas là, pourraient me lyncher sans que ça pose de problème à personne, puisqu'on peut abattre un homme aux États-Unis sans que la gauche ne s'en émeuve. Donc le militarisme, il est là. Et puis enfin, économie dirigée. Là-dessus, je vous fais pas besoin de détailler là-dessus. Vous savez comment la France insoumise voit les choses économiquement. Son exemple, elle est pas folle, hein, les mecs. On enchaîne avec le poste de Marcel qui a marqué un brigand qui gère son business depuis la prison. Ça n'a rien d'original. Et il nous montre le poste de 20 minutes où c'est marqué alerte info, Sarkozy restera administrateur de Lagardère et Accor pendant son incarcération. Du coup, on enchaîne avec Jason Byrne qui a marqué fabuleux, un escroc qui donne des conseils à un autre escroc pour occuper son temps en prison, le tout au journal télévisé. La Sarkozy, je le connais, c'est un garçon qui a moral d'acier, qui est solide comme un roc. Ce qu'il faut, c'est qu'il aille faire du vélo faire du sport dans la salle, parce qu'il est habitué, parce que tous les jours il court, tous les jours il fait du vélo. Pour lui, c'est important. C'est un monsieur qui le matin se lève très tôt et travaille. C'est-à-dire qu'il écrit, il lit beaucoup, il écrit beaucoup. Je suis pas sûr qu'il souffre beaucoup de la solitude. Il va lire encore plus que d'habitude, il va écrire encore plus que d'habitude, et il résistera très bien, j'en suis sûr, parce qu'il a une volonté de faire. Voilà, c'est un garçon
solide. Est-ce que vous conseilleriez aux proches de Nicolas Sarkozy d'aller au parloir? Bien sûr. On attend le parloir, c'est même long, parce que c'est 2 fois par semaine, ça dure 3 quarts d'heure, je peux vous dire que les 3 quarts d'heure passeraient vite. Mais bien sûr, c'est très important de voir... mon épouse venait à la santé... 2 fois par semaine, c'est important. J'espère que tout se passera bien, j'espère surtout qu'il y restera pas trop longtemps. On enchaîne avec ce post de BFM TV qui a marqué 19 milliards de dollars en une journée. La fortune de Bernard Arnault enregistre la 2e plus forte hausse de son histoire. Quand tu lis cette news et que tu sais qu'en parallèle, ils sont en train de parler pour taxer les malades de longue durée, t'as envie de mettre des patates en fait. C'est une folie. Du coup... il y a une personne qui a mis, pour vous faire une idée, si vous gagnez 1 million de dollars, non pas par an, non pas par mois, mais par jour, il vous faudrait 52 ans pour gagner ces 19 milliards de dollars. Ou 2 ans si vous gagnez 1 million toutes les heures. Vous saisissez enfin la nécessité d'une taxe Zuckman. On termine avec ce post de Tribune Populaire qui a marqué qu'on aime ou non Mélenchon, tout ce qu'il dit ici relève simplement du bon sens. Il faut vraiment être malade mental pour vouloir taxer des personnes en longue maladie. Malade qui a inventé que pour réduire les dépenses, on allait demander à quelqu'un qui a une maladie de longue durée, qui jusque-là n'était pas imposé sur les indemnités qu'il recevait pour faire face à sa pauvre situation de malade de longue durée. Inventer une taxe là-dessus. Ceux qui ne veulent pas prendre d'argent au grand capital, un argent dont ils ne se rendraient même pas compte qu'on leur a pris tellement ils en ont. Ceux-là sont capables d'inventer une taxe sur l'indemnisation de la maladie. C'est pas une honte, ça. C'est pas ce qu'il y a de plus choquant moralement. Quel genre de pays sommes-nous devenus pour qu'on ait une idée pareille? Qui va voter une chose pareille? Du coup, il y a un commentaire qui dit « Donc si Bernard Arnault est en longue maladie, il ne faut pas le taxer ». Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, qu'est-ce qu'on lui a dit? Commentaire débile, on parle des indemnités liées aux arrêts maladie. Supprime, t'es gênant, ouais, carrément gênant. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé. À vous d'écrire. Ciao tout le monde.